Par un matin d'été paisible, le 10 juillet 1971, le palais royal de Skira résonnait de chants, de discours et de célébrations. Mais en quelques minutes, la fête royale vire au cauchemar. Coup de feu, chaos, bain de sang, une tentative de coup d'État. Conçue par des officiers de l'armée, elle sera affrontée par le roi Hassan II lui-même. Mais que s'est-il vraiment passé? Qui était derrière le coup d'État de Skirat? Le colonel Mohamed Ababou était un homme de discipline rigide, diplômé de l'école de guerre française. Il planifiait les grandes manœuvres militaires du Maroc, jouissant d'un prestige forgé par sa rigueur et son efficacité. Il entretenait aussi une relation étroite avec le chef d'état-major, le général Driss Ben Omar, et dirigeait alors l'école militaire d'Aher Moumou. Son destin croisa celui du général Mohamed Medbou, tout aussi intransigeant. Tous deux étaient originaires du Rif et profondément rebutés par la corruption. Medbou préférait vivre dans les casernes plutôt que dans les palais de Rabat. À son retour d'un voyage officiel aux États-Unis, début 1971, il rapporte des dossiers accablants sur la corruption qui rongeait le palais et l'État. Il remet au roi une liste nominative des responsables, espérant une action immédiate. Devant l'inaction, il insiste, mais comme en témoigne Ahmed Marzouki, Medbou finit par croire que sa vie était en danger. La conclusion devient évidente. C'est lui ou moi. Une première tentative d'assassinat contre le roi eut lieu le 14 mai 1971, 2 mois avant le coup d'État. Durant une manœuvre militaire à El Hadjeb, une unité de l'école d'Aher Moumou, dirigée par Ababou, se positionne sur une route empruntée par le convoi royal. L'opération échoue de justesse. Medbou ordonne en urgence le retrait des troupes, éveillant les soupçons des services de sécurité. Ni les soldats, ni les officiers n'étaient au courant qu'il servait un plan d'assassinat. Puis, vint le 8 juillet. Des camions militaires, sans armes visibles, arrivent à l'école d'Aher Moumou. Le lendemain, les officiers annoncent aux élèves une manœuvre spéciale dans la forêt de Ben Slimane, en pleine période de fin d'année scolaire. Fait rare, les élèves de toutes les années sont regroupés et armés de munitions réelles. Le soir du 9 juillet, Ababou passe en revue les unités et teste leur rapidité à embarquer dans les camions. Quelques secondes suffisent. Puis, il réunit les officiers et leur annonce une mission cruciale confiée à leur école à la place d'une unité d'élite. À ceux qui hésitent, il offre une porte de sortie. Un officier ose demander la nature de la mission. Réponse: les détails seront fournis sur la route. À l'aube du 10 juillet, les camions quittent l'école. Direction Kénitra. Mais 3 imprévus ralentissent la colonne pendant 2 heures. Conducteur peu expérimenté, absence de radio et une route bloquée. À la sortie de Bouknadel, Ababou attend en civil, entouré d'officiers. Une fois la colonne reformée, l'ordre tombe. Direction le domaine de Skirat. Objectif: encercler 2 bâtiments et neutraliser toute tentative de fuite, par la force si nécessaire. À partir de maintenant, nous sommes en zone de guerre, lance-t-il, tout en dessinant le plan d'attaque sur le sable. Les civils revêtent des uniformes et reçoivent des armes. Les doutes se dissipent. Il ne s'agit pas d'une simple manœuvre. La colonne, forte de 25 camions, roule sans obstacle. La gendarmerie stoppe même le trafic pour lui faciliter le passage. À l'approche du palais, Ababou divise les troupes. Il pénètre par le sud, son frère par le nord. Le mot « palais » n'est jamais prononcé. On parle de bâtiment. À l'intérieur du palais, c'est l'anniversaire du roi. Ambassadeurs, ministres, notables, tous savourent mets raffinés et champagne, inconscients du drame à venir. Les cadets, eux, pensent encore libérer la région de supposés rebelles. La première unité atteint la porte sud. Un gendarme ouvre le feu et blesse Ababou à l'épaule. Il réplique et l'abat. « Ouvrez le feu !» ordonne-t-il. Des tirs éclatent dans tous les sens. Les jeunes recrues,
inexpérimentés avec des balles réelles. Panique. Certains joueurs de golf poursuivent leur frappe, croyant à un feu d'artifice. Côté nord, la Jeep du frère d'Ababou défonce la barrière et permet à tout le convoi d'entrer. En passant par la façade maritime, un officier découvre les fastes du palais. Piscine, buffet luxueux, ambiance mondaine. Soudain, il croise Medbou, visiblement troublé. Le général ordonne « Fais sortir les civils ». Puis il se dirige vers Ababou pour une confrontation. La tension est palpable. Medbou crie en français « Quelle est cette folie? Je n'ai jamais ordonné ce chaos. » Ababou réplique « J'ai fini l'acte 1, à toi l'acte 2. » Quand Medbou affirme que le roi a abdiqué et que le document est sur lui, Ababou doute. Quelques secondes plus tard, Medbou est abattu. Un témoin évoque 2 officiers, initiales D et B, qui auraient exécuté l'ordre d'Ababou. La division est désormais claire. Medbou voulait un coup d'État sans sang. Ababou optait pour la violence. Le roi Hassan II révélera plus tard à Éric Laurent qu'il avait refusé d'aller négocier avec Ababou, déclarant « Je ne négocie pas avec un subordonné ». Dès lors, Ababou prend le contrôle total. Il ordonne l'exécution de plusieurs généraux, dont le chef de la gendarmerie. À l'un des officiers, il ordonne « Tue-le ». L'officier fait semblant de manipuler son arme défectueuse. Un cadet tire à sa place. Le colonel est à terre. Un autre élève s'approche, achève l'homme d'une balle dans la tête. « Voilà ce que c'est, tuer », dit-il froidement. Parmi le chaos, un cadet maltraite une dame étrangère. Ahmed Marzouki, jeune officier, intervient. La femme lui demande de retrouver un enfant en pleurs. Il obéit. Plus tard, il découvrira que cet enfant était le prince héritier, Mohamed Ben Al-Hassan, le futur roi Mohamed VI. Ababou crie « Vive le roi !» au milieu du carnage. Certains y voient une diversion. Il ordonne le retrait chaotique de ses troupes, puis fonce vers le quartier général des forces armées à Rabat. Il y entre sans réelle résistance. Là-bas, il tente d'organiser une défense. Mais il ne sait plus quoi faire. Le plan s'écroule. Il se rend à la radio nationale pour lire le communiqué du coup d'État. Ironie du sort. Au même moment, Abdel Halim Hafez enregistre un hymne à la gloire du roi. Le premier à lire le message n'est ni officier ni journaliste, mais un compositeur aveugle, Abdel Salam Amer. Il est vite remplacé par le célèbre animateur Mohamed Ben Dadouche. Pendant ce temps, à l'hôtel Hilton, plusieurs artistes arabes se trouvent sur place. Abdel Wahab, Farid Al-Atrache, Shadia. Inquiète pour Abdel Halim, Shadia décide d'aller à la radio, accompagnée du compositeur Mohamed El Moughi et de l'ambassadeur d'Égypte. Elle se heurte à un jeune soldat. « Je suis ambassadeur de la République arabe unie », dit ce dernier. Réponse du soldat. « C'est quel pays, ça ?»« Ah oui, ceux qu'on a battus 3-0 au foot. » Pendant que les rebelles occupent le quartier général militaire, la situation change à Skirat. Le roi, caché, affronte un élève insurgé. « Pourquoi ne me baises-tu pas la main? Vous êtes tous devenus fous ?» Le jeune homme finit par embrasser la main, la tête, puis les épaules du roi. D'autres l'imitent. Le roi confie alors à Oufkir « Je te donne tous les pouvoirs civils et militaires, termine cette affaire. » L'offensive de reprise commence. Les unités loyales encerclent le QG. Le général Bouali, en uniforme, mène la charge. Il demande à un élève nommé Azmi de déposer son arme. Il obéit. L'atmosphère devient explosive. Bouali crie à Ababou « Rends-toi !» Mais Ababou, blessé, lui lance « Viens discuter, mon général !» Refus net. Les armes parlent. Bouali tombe, tué sur le coup. Ababou est grièvement blessé.
Certains disent qu'il aurait demandé à un proche de l'achever. D'autres pensent qu'il a tiré sur Bouali au même instant. Ce 10 juillet 1971, la tentative de putsch prend fin. 88 morts dans le palais, des dizaines ailleurs, des centaines d'arrestations. Certains finiront enterrés vivants à Tazmamart. Habaibou reste dans la mémoire comme un militaire prêt à mourir pour sa cause. Mon seul regret, c'est l'école que j'ai entraînée. J'ai vendu ma peau chère, aurait-il dit avant de mourir. Et Skirat restera, à jamais, la preuve que la prise de pouvoir par les armes coûte